votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Nous sommes avec Madame Catherine Fatassi, vous êtes la présidente de l'association Aono Layana. Bonjour. Bonjour, Michel Plaisir. Votre engagement est connu auprès des publics touchés malheureusement par le cancer. Et pour ce mois d'Octobre Rose, vous lancez une nouvelle initiative à destination des femmes. Il s'agit d'un institut itinérant. C'est la première fois qu'une telle initiative se déroule en Guyane. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, je pense, depuis 7 ans que je suis dans le parcours, que c'est la première fois pour Octobre Rose. Mais nous ne sommes pas notre première fois. Nous sommes, ça fait la 4e fois, puisque en juillet, nous avons fait aussi un institut où nous avons aussi des hommes, parce que les hommes sont touchés par le cancer et on n'y pense pas. Ils ont aussi besoin de soins, de support, de confort et de bien-être. Donc ça va être notre 4e institut itinérant. Et comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez sillonner les communes de Cayenne, de Rémy-en-Montjoly ? Écoutez, c'est pas faire pour faire. C'est faire selon la demande. Alors nous avons nous avons détecté des besoins identifiés sur le terrain et donc nous répondons aux besoins. Ce qui est important de dire que en Guyane, on dit Octobre Rose, là, on surfe sur la vague rose, mais Octobre Rose, c'est aussi le moment de témoigner de l'empathie pour les femmes qui sont dans le parcours cancer, de les encourager, de les valoriser, de leur donner de l'amour, de l'espoir. À travers ces ateliers-là, c'est vraiment prendre en charge avec amour, douceur, de façon à ce que la personne ne se sente pas seule dans son parcours. Parce que même s'il y a la famille autour, les effets de la chimiothérapie sont tellement dévastateurs sur l'être humain, sur le physique, que des fois c'est très éprouvant pour l'individu lui-même. Et pire encore quand on est une femme et qu'on a perdu ses cheveux, on a perdu ses cils, ses sourcils, on n'a plus d'ongles, des fois elles sont édentées, on souffre des articulations, des pieds, des mains, et ça c'est très 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 éprouvant. Quels sont les professionnels qui seront présents dans cet institut itinérant ? Y aura-t-il des sophrologues ou d'autres professionnels encore ? Oui, bien sûr, il y a sophrologue, réflexologue, esthéticienne, maquilleuse, beauté des mains, beauté des pieds. Vous aurez aussi le partenaire La Roche-Posay parce que c'est le numéro 1 en ce qui concerne les produits pour la peau. Quand on sait que la chimio, ça dessèche, on a les mains qui se coupent, on a des taches, puisque moi j'y suis et c'est vrai que je subis tous ces effets-là. Les personnes auront des cadeaux aussi, de l'information, de la sensibilisation. Et il y aura aussi Watacom, c'est-à-dire avant de partir, les femmes qui seraient mises en beauté, même celles qui n'ont pas fait les soins de maquillage, pourraient faire une photo souvenir et partir avec sa photo. L'Institut va s'y lancer à quelle date ? Alors, c'est samedi 21 octobre à 9h sur le parking de la mairie de Rémy-en-Montjoly, de 9h à 12h et de 14h à 18h dans le cadre du village des 3S. Parce que, en fait, la grosse organisation, c'est quand même la mairie de Rémy-en-Montjoly sur les 3S, donc santé, sécurité et sport. Donc nous, à Aono Layana, nous sommes aussi une association basée sur la commune. Et puis c'était tout à fait normal avec Octobre Rose qu'on nous propose de faire partie du village dans la partie santé. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a répondu. Alors il y a aussi quelque chose que je voudrais dire qu'on n'en parle jamais. Donc effectivement, on parle d'Octobre Rose, prévention et tout, mais le constat que nous faisons, même nous au niveau de notre association, nous avons perdu beaucoup de membres en 2 ans et demi, près de 19 membres, et donc on n'en parle jamais, mais c'est la récidive. La récidive, elle est plus cruelle, elle est plus dure que le cancer lui-même. Et vous savez, pour éviter la récidive, c'est justement les soins de confort, de bien-être et tout. Alors, il y a ces soins-là que nous portons, nous aurons aussi sur la nutrition, mais dans le panel soins de support, vous avez aussi tout ce qui est groupe de parole,
le yoga du rire, vous avez aussi la spiritualité, c'est très important. Tout ça permet aux personnes de franchir sereinement l'étape qui viennent de passer et de continuer à vivre sereinement sans stresser parce que n'importe comment, quand on a eu un cancer, ça laisse un traumatisme. Itinérant, mais c'est aux femmes de se déplacer ce jour-là pour venir voir ces professionnels qui seront présentes. Il y aura des hommes et des femmes parmi ces professionnels, j'imagine, au village. Non, pas du tout. Il n'y aura que des femmes, sauf au Atacom. Peut-être que c'est un homme qui viendra pour les photos. Mais ce sera que des femmes, hein, pour les femmes. Et c'est vrai que nous faisons l'Institut itinérant de soins de support, mais nous répondons aussi à des besoins. C'est-à-dire que nous avons des patients, des personnes que nous accompagnons et qui sont, dont le parcours cancer est très fatigué. Donc nos professionnels partent au domicile. Ils partent aussi sur le char, qu'on a des personnes qui sont hospitalisées et qui ont besoin de soins de support, nous intervenons aussi. Vous avez déclaré sur les réseaux sociaux, suivre un traitement pour un cancer. Est-ce que je peux vous demander comment vous allez ? Oh, moi je vais toujours très bien, parce que je suis très engagée, déterminée. Et le fait d'accompagner les personnes touchées par le cancer et plus encore quand je suis revenue, qu'on a découvert les enfants. Beaucoup d'enfants. Et là, je ne vais pas vous dire que je suis un peu triste parce que nous avons un enfant que nous accompagnons. Nous avons accompagné la maman qui est partie avec son enfant il y a 2 mois, c'est au mois d'août. Et là, il revient la semaine prochaine et il est en fin de vie. Et ça, nous, à Wono-Layana, nous sommes déjà dans l'équipe depuis le départ. Nous mettrons en place les soins de support, confort et bien-être pour cet enfant. Tout ce qu'il faut, mais c'est quelque chose que vraiment psychologiquement c'est lourd. Et en même temps, ça vous donne vraiment une certaine résilience, une certaine force de se dire que nous on est grands, c'est rien, mais quand on voit un enfant partir. L'année dernière, on a perdu Shaina en juillet, 13 ans, et Emrys, 7 ans en décembre. Donc les enfants sont aussi touchés et vraiment c'est difficile, c'est dur. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas à me plaindre. Je remercie le Seigneur de m'avoir placé là pour pouvoir développer ces missions d'amour et d'accompagnement. C'est l'occasion de parler du travail que vous faites également pour ces enfants, notamment dans l'Ouest, puisque vous avez transformé les salles d'attente en ateliers de jeux et les enfants adorent et ça leur permet justement d'être ailleurs, d'imaginer autre chose, comparativement aux soins extrêmement lourds, surtout à l'hôpital de jour. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas transformé de salle d'attente en salle de jeu. Il y avait 2 espaces, une salle d'attente avec 6 chaises, des chaises métalliques, une table métallique, et une salle d'animation où les enfants pouvaient jouer. Et donc, effectivement, il y avait un travail à faire dessus et on l'a fait en grande collaboration, bien sûr, avec le CHOG, parce qu'il a fallu fournir des plans. C'était fait par un équipementier Kidea, qui est un équipementier français qui équipe les hôpitaux, les crèches et les garderies, donc avec un grand sérieux, avec les produits adaptés pour les hôpitaux. Et donc, et puis bien sûr, ils ont proposé sur leur designer parce que vraiment, il fallait occuper l'espace et tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir dès les premières heures, les enfants, quand ils arrivent en salle d'attente, parce qu'il y a de l'attente, et ils avaient abandonné leurs parents, ils étaient déjà sur les jeux, les bornes de jeux, un peu tout. Et ça, c'était un grand bonheur. Et bien sûr, un peu plus loin, il y a la salle d'animation, qui a aussi bornes de jeux, miroirs déformants, des tableaux muraux, enfin un peu de tout. Il y a beaucoup plus de jeux dans la salle d'attente. Ça, c'est pour les enfants qui sont en hospitalisation et quand on sait que la chimio elle n'est pas facile, donc ça permet aussi d'oublier pourquoi on est là et puis les parents qui sont partis, qui nous ont laissés là et voilà en fait. Si l'association Wono-Layana mène toutes ces actions, c'est grâce à ses partenaires qui vous soutiennent financièrement ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on n'a pas eu tellement à prouver. Bon alors,
je ne sais pas si c'est une chance, mais en fait, Awono Rayana, c'est une association d'usagers, hein, dont moi-même la présidente qui l'ai créée, et je suis en chimio 2 fois par mois à l'hôpital de Cayenne. Donc, je subis aussi ce manque d'accompagnement. Hein. Par exemple, la semaine prochaine, je suis en chimio, mardi exactement. Et quand on va en chimio, on passe des heures, mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, on se regarde, chacun essaie de prendre son portable, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Il y a un travail énorme à faire, on va y arriver si Dieu veut, parce que je repars fréquemment et quand je suis en chimio à Curie, c'est pas du tout ça. Vous avez tous les professionnels qui passent, on vous propose de l'art-thérapie, de la sophrologie, des soins esthétiques, du dessin, enfin voilà, de façon à ce que vous pouvez accueillir votre traitement sereinement, sans y penser et tout. Et donc c'est ça. Alors très rapidement, on a pu mettre en place des projets innovants certes, mais des projets qui ont du sens. Hein, des projets qui répondent à des besoins identifiés. Donc c'est sûr que ça a parlé à certains partenaires qui sont venus au départ, et puis au fur et à mesure ça fait boule de neige, et de plus en plus on a des partenaires, beaucoup de partenaires, chacun amène sa pierre à l'édifice, et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer les prises en charge en Guyane, que chacun se sente concerné, on le voit bien, on ne sait pas à qui le tour, hein. Donc la Guyane, certes, a un grand retard, mais c'est vrai, comme je dis tout le temps, si chacun prend conscience et essaie d'amener sa pierre à l'édifice, on pourra ensemble faire de grandes choses et bâtir cette Guyane que nous aimons tant. Moi, j'ai fait plus de 3 ans sur la métropole, mais j'avais qu'un seul rêve, c'est de retourner en Guyane, même si, et jusqu'à présent je suis là, il manque tout, mais la Guyane, c'est la Guyane, quoi. C'est notre pays, enfin notre région, et nous l'aimons tant, quoi. Est-ce que votre engagement, cet engagement dont vous parlez avec tellement de cœur, est antérieur à votre au diagnostic que l'on vous a fait, quand le fait que vous-même vous suiviez un parcours contre un cancer? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, effectivement, on est ce qu'on est. J'ai toujours été comme ça depuis très jeune. Très jeune, j'étais déjà chef d'entreprise, mais très engagée auprès des petites entreprises. Voilà. Après, j'ai quand même un passé, en plus d'être chef d'entreprise, j'ai été prof de fitness. J'ai fait 33 ans dans les salles et c'était important pour moi. Quand je commençais un cours, je disais qu'on part en voyage. Beaucoup de gens me connaissent parce que 33 ans, j'ai fait beaucoup de salles de sport et jusqu'à ma maladie, c'est là que j'ai arrêté. Et quand on part en voyage, on ne laisse personne... c'est vraiment le vol, c'est un vol direct qui amène tout le monde. Donc ça veut dire de l'amour, ça veut dire du partage, ça veut dire ceux qui peuvent, ils peuvent, ceux qui peuvent pas, ben on va les aider et tout le monde aide de façon à ce qu'on arrive ensemble à destination. Donc ça c'est déjà, on sent que c'est quelque chose d'intrinsèque, d'aimer l'autre. Vous savez quand vous faites un cours de fitness et puis vous avez des gens devant, puis les premiers et puis les autres sont largués, il y a un sentiment de frustration, de mal-être et ça j'ai jamais aimé ça. Donc même les adhérents eux-mêmes, me connaissant, ils allaient s'occuper de ceux qui n'arrivaient pas à faire le pas et tout, et on arrivait ensemble. Donc c'est ça, et puis après j'ai fait plus de 20 ans aussi à l'EHPAD. Alors j'ai toujours fait plusieurs professions en même temps. Et à l'EHPAD, effectivement, quand l'hôpital m'a demandé de faire ce challenge, parce qu'on m'avait proposé un poste, à l'époque c'était la maison de retraite et le long séjour, qui est devenu après EHPAD. Mais pour devenir EHPAD, il fallait un projet d'animation. Alors c'est vrai que je suis éducateur sportif, je suis animateur diplômé d'État et aide-soignant diplômé d'État. Donc voilà. Le char, bon voilà, c'était l'agent qu'il fallait et j'avais ce challenge de pouvoir développer les critères de qualité, d'augmenter les critères de qualité d'accueil et de séjour des résidents. Et c'est vrai, là encore, pour travailler avec les personnes âgées, pour travailler avec les personnes Alzheimer, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement. Je me souviens par exemple à l'EHPAD, on a mis en place ces tapis rouges, c'était une grande fête tous les mois en mettant les communes en avant. Donc c'est les communes qui recevaient leurs adhérents et leurs administrés à l'EHPAD. Donc voilà, ils avaient leur grande fête et sur le tapis rouge, la commune prenait en charge le buffet, les anniversaires du mois. Donc chaque mois, il y avait des cadeaux d'anniversaire, une grande fête, la messe du jour, a ramené son groupe folklorique et ses administrés
à elles, la commune les honorait aussi. Donc on a mis ça en place, le tapis rouge, ça a duré pendant des années. On a fait tous les tapis rouges, même celui de Sainte-Lucie. On a déplacé, grâce à l'époque à la région, le consul de Sainte-Lucie. Après, mes résidents sortaient une fois par mois, on allait en commune. Une fois par mois, on allait au restaurant. Pendant les vacances, j'avais mis en place le tournoi de l'été avec un club qui m'a beaucoup aidé, c'est les Stars du Dimanche, c'est un club de foot. Et on faisait sur tout le parking de l'hôpital au moins 300-400 patients, personnes âgées. Donc, c'était les 3 EHPAD, plus Galmo, plus des clubs de retraités. Et on faisait les jeux de l'été. Alors, c'était des jeux d'avant, marcher avec la cuillère et l'œuf dur, hein. Slalomé, il y avait aussi le pêche à la ligne, il y avait aussi la piscine qu'on avait mis avec un petit bol, il fallait lancer un jeton dedans. Enfin, voilà, et ça plaisait beaucoup aux personnes, ces jeux de l'été. Il y avait aussi le bal de l'été chaque année. Donc, oui, ça m'a attristé aussi le décès de José Sébiloué parce qu'on les a beaucoup sollicités sur le bal de l'été des Gongons, donc avec les vautours. Donc il y avait ça, il y avait le bal de la Sainte-Cécile aussi, qu'on faisait sur le parking, plus de 300-400 personnes, avec beaucoup de partenaires, comme d'habitude, les restaurateurs, on faisait la soupe populaire, on donnait à tout le monde, mais nous, les résidents, 300-400, ils étaient attablés, et autour, il y avait des barrières, et il y avait tous les malades de l'hôpital qui venaient et les personnes de la cité Bonhomme, ils venaient et puis les orchestres jouaient à tour de rôle. Voilà. Et puis, le Noël des personnes âgées, 300-400 personnes aussi, parce que chaque fois que je faisais quelque chose, je mutualisais. Et puis la belle expérience aussi, surtout avec les personnes Alzheimer, c'est que en plus d'avoir mis en place un salon de coiffure, on a mis en place un salon de coiffure avec les projet Opération Plus de Vie avec la Fondation Bernadette Chirac. Donc on avait tous les lundis le salon de coiffure s'ouvrait avec au moins 47 coiffeurs de la Cayenne, du littoral, parce que Cayenne, Macoria, Maturi et tout, offraient un don des mains une fois l'an. Ça marchait très bien, on a des partenaires comme Falco et tout, L'Oréal. Donc on a mis ça en place. On a mis en place aussi, bien sûr, les cours de gym. Donc ils avaient cours de gym 3 fois par semaine, avec Bernard Lama aussi, qui m'a donné un coup de main pour mettre en place les cours de gym, parce qu'il nous fallait, et le char n'a pas. Donc tous les projets, que c'est vrai, je vais dire mais bon, avec quand même ma direction, on a développé à l'EHPAD, c'était que des partenaires extérieurs. Après, j'ai mis en place aussi les cours d'aquagym avec les personnes Alzheimer. Donc, je prenais le bus et je les ramenais au centre médico-sportif. À l'époque, c'était Karam Jayer qui était directeur. Donc, les cours étaient gratuits. Et comme moi, en tant qu'éducateur sportif, j'avais lancé ça. Donc, c'est moi qui faisais les cours. Après, petit à petit, on a formé du personnel que j'ai vu monter. Après, c'est super, c'est génial. Et avec l'aide, effectivement, de M. Tieng Long et Mme Bertrand Maurice, à l'époque, on a mis la carte vermeille, qui est une carte pour les personnes, les seniors handicapés de mobilité. Donc il y avait aussi des bus comme Transhandicap qui ramenaient les personnes. Et l'expérience qu'on a fait sur les cours d'aquagym, c'est même des personnes Alzheimer où on se disait, bon, il faut qu'on les surveille dans l'eau et tout. Moi, j'ai l'expérience d'une dame, dès le premier jour, c'était une dame de Roura que j'aimais beaucoup. Si les parents m'entendent, ils vont se reconnaître. Et quand on est arrivé, donc on essaie de surveiller les malades, les déshabiller, les doucher pour descendre. Elle a plongé, elle est partie comme une pacoucine. Elle a nagé en sous-marin. La dame, elle est partie. Alors qu'on se disait, la dame était à un stade que, comme si... Alors, c'est vrai que j'ai été pendant plus de 20 ans au réseau de gérontologie Alzheimer, où je faisais partie du comité scientifique, et c'était ça. Moi, j'avais ce dada. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne Alzheimer? Et c'était essayer d'aller dans leur sens. Donc, je faisais beaucoup de formations aussi, et se dire que bon, la personne, elle a pris la clé des chambres, elle est dans son champ, mais il y a un champ impossible dans le champ. Donc voilà, j'ai entendu ce matin
je ne sais plus, un président qui parlait de ça. J'espère que la relève, puisque moi, ça va faire bientôt 7 ans, plus de 7 ans que je ne travaille plus, va travailler dessus. Mais c'est vrai que c'était un sujet vraiment qui me touchait beaucoup parce que la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un fléau assez, beaucoup de souffrance. Et comme il l'a dit, effectivement, c'est toute la famille qui est embarquée dans ça. Le cancer aussi, mais bon, on garde encore des repères. La maladie d'Alzheimer, voilà. Et donc, effectivement, ça a toujours été beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour vers les autres. Voilà, c'est ce qui me guide, l'amour. Vous avez toujours été engagé. Ce que je retiens de plein de choses intéressantes que vous avez dites, mais c'est surtout tout faire pour éviter la récidive. Quand on a eu un cancer, il faut développer une vie sociale, il faut faire du sport, il faut adapter son alimentation, il faut être dans un environnement bienveillant. Bienveillant, encore de l'amour, toujours de l'amour, parce que vous savez, les personnes qui ne sont pas bien entourées, elles dépriment, et le stress et tout ça, ça provoque des rechutes. Ça provoque des rechutes. Alors, pour beaucoup, le diagnostic d'un cancer, quand son médecin, son généraliste ou son médecin spécialiste vous annonce que vous avez un cancer, c'est une douche froide pour beaucoup de gens et très peu savent comment le gérer. Vous êtes passé par là. Quels conseils vous pourriez donner à nos internautes, nos auditeurs, qui peut-être un jour entendront, on ne le souhaite pas, mais entendront peut-être un diagnostic en ce sens? Bien écoutez, oui, je suis passée par là, oui, c'était difficile, alors là, vraiment, je ne m'attendais pas du tout, mais c'est... Surtout pour une sportive comme vous et une femme aussi active comme vous. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai quand ça vous tombe dessus, c'est le coup de massue. Et nous, c'est très important, on travaille avec le centre hospitalier de Cayenne et le CHOG, et très vite, ils disent aux gens, appelez Awonola. Et c'est vrai qu'on fait l'écoute bienveillante, c'est-à-dire on entend la personne tout de suite après le diagnostic. Et moi, ce que je dis aux personnes, déjà, on respire. On est vivant là. On est vivant. Tant qu'on est vivant, on peut faire les choses. Pour l'instant, on respire. Après, il faut toujours développer le côté plus. On se dit que oui, c'est vrai, c'est un cancer. Mais c'est vrai qu'il y a un chemin qui va être différent, qui peut être compliqué. Mais on peut le faire. On peut le faire et on va le faire avec vous. Et se dire aussi... la science a beaucoup évolué. On parle maintenant, vous savez, avant, on faisait un diagnostic, enfin des examens, il y avait un résultat qui tombait, celui du radiologue, qui disait. Maintenant, on est passé à un radiologue et 2 qui donnent aussi son deuxième avis. Maintenant, en tout cas sur Curie, par exemple, vous avez le radiologue plus l'intelligence artificielle. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que les choses avancent et les cancers sont dépistés plus tôt. Et pas seulement ça, les thérapies aussi avancent. Alors, ce qu'il faut savoir, dans le cancer, je dis souvent aux gens, dans la thérapie, le mental fait plus de 60 ou 70% du travail. Il faut avoir un mental. Et il faut le créer, ce mental-là. Et c'est vrai que ça ne se crée pas seul. Ça se crée avec l'accompagnement. Alors, à la limite, même on pourrait dire qu'une espèce de coaching. Et c'est vrai que quand les gens nous appellent, des fois les gens pleurent, c'est ce qui est tout à fait normal. J'entends, on entend, mais on n'est pas psychologue. Alors, on oriente, puisqu'on travaille avec des psychologues. Et moi, souvent, je dis, écoutez, est-ce que vous voulez bien rencontrer la psychologue? On va prendre un rendez-vous pour vous. Ah non, madame Potassi, c'est avec vous que je veux parler, savez-vous. Parce que, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, le psychologue est là, c'est bien, c'est un professionnel, il accompagne, il va apporter toutes les aides techniques au niveau de psychologie et tout ça. Mais les personnes ont besoin d'être pas rassurées, mais d'être accompagnées de patient à patient. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que quand la personne, elle va vous parler de chimiothérapie, de radiothérapie, de certains examens, ceci, cela, et du fait que, à savoir que vous avez déjà parcouru
ce chemin-là, vous savez. Et même quand on pose la chambre, je dis, ah ouais, mais c'est douloureux et tout. Et on explique, voilà, non, c'est une anesthésie locale, que ça se passe très bien. Mais vous savez, quand les personnes ne sont pas préparées, et qu'en plus il y a du stress, ah ben, il y a de la douleur qui se rajoute, même de la douleur qui n'existait pas, elle arrive. Donc c'est vraiment de l'accompagnement. Les gens ont besoin d'accompagnement, pas seulement dire que oui, bon, ben, vous avez un cancer, oui, moi aussi j'ai ça. Non, 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 on ne compare pas. Nous, à Wono-Laiana, on veut être l'épaule, on veut être le bras qui va soutenir pour faire le parcours, pour parcourir le chemin ensemble. Quelles sont les valeurs de Wono-Laiana? Alors les valeurs, déjà la première valeur c'est le respect de la personne elle-même, de son choix, de ses valeurs à elle et tout. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord apprendre, il faut avoir l'attitude d'écoute, se positionner dans l'écoute et écouter la personne, entendre d'abord la personne dans ses choix, dans ses valeurs, dans ce qu'elle a compris et tout, et ensuite l'accompagner. Donc première valeur, le respect, ensuite l'empathie. C'est pas tout prendre sur nous, mais prendre un peu pour soulager et ensuite redéposer plus loin. L'empathie, l'entraide et la solidarité. Voilà. Et les missions, vous en aviez parlé, mais peut-être pour les formaliser succinctement, ce qui a trait aux missions de l'association. Alors, les missions de l'association, donc, on s'est donné pour mission, la première grande mission, c'est d'améliorer au quotidien la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Ce qui n'est pas évident. Il y a beaucoup de facteurs, des paramètres font que des fois la vie c'est compliqué en plus du parcours. Donc améliorer au quotidien la vie des personnes touchées par le cancer. Deuxième grande mission, c'est explorer le champ des possibles, se dire que, j'en fais la démonstration, bon j'aime pas trop, mais c'est vrai, moi j'ai un cancer métastasé, je ne suis pas du tout en rémission, les gens me disent, ah mais t'es guéri, non pas du tout, mais se dire que on a du potentiel, que faisons-nous de ce potentiel? Allons essayer de trouver quelque chose pour pouvoir mettre ce potentiel en avant, le mettre en valeur et puis sortir un bon résultat. Donc, explorer le champ des possibles. Et ensuite, la troisième mission, c'est de donner un continuum de vie de qualité, avec tout en étant dans le parcours cancer. Après nos actions, donc on a eu beaucoup d'actions et elles sont toutes aussi grandes. Donc c'est la carte d'accès prioritaire. La carte d'accès prioritaire des laboratoires. Donc nous avons présenté un projet au docteur Museau des laboratoires Eurofine La Masure, ainsi que docteur Agapé et docteur Lydie des laboratoires Biosoleil, donc qui couvrent toute la Guyane, ces deux grands labos, et donc a expliqué que une personne en chimiothérapie, chaque semaine vous avez la chimio, vous devez aller faire vos examens. C'est le bilan sanguin qui valide la chimio. Et vous êtes immunodéprimé, fatigué et vulnérable. Est-ce que ces personnes, vraiment, c'est le lieu où ces personnes doivent se retrouver dans un laboratoire où il y a plein de gens malades et ils n'ont aucune protection, au contraire? Donc, voilà. Et pour les médecins, c'était une évidence. Madame Fatah, c'est vrai que personne n'a pensé ça avant. Et ils sont fiers de dire que c'est une grande première nationale. Et c'est sûr qu'ils ont signé et qu'on a lancé cette carte d'accès prioritaire des laboratoires. Et donc, la personne, dorénavant, les personnes qui sont dans le parcours cancer, leurs médecins, alors, les cartes ont été déposées chez les médecins et dans les hôpitaux, donc à charge pour les médecins et à l'hôpital de remettre la carte. Et ces personnes, quand elles vont au labo, dès qu'elles arrivent, elles présentent la carte à l'agent de sécurité qui tout de suite les introduit par un accès sécurisé. Elles sont prises en charge en priorité et après repartent très rapidement. Ce qui n'a rien à voir avec la carte d'invalidité. Donc c'est la première grande mission. La deuxième belle mission aussi, c'était la convention que nous avons signée avec la MDPH, parce que la MDPH c'est un acteur numéro 1 aussi dans l'accompagnement des personnes touchées par le cancer, parce que le cancer c'est quoi? C'est quand même une maladie invalidante.
Donc, alors c'est sûr que il y a plusieurs niveaux et plusieurs degrés selon le cancer, selon comment la personne a récupéré tout. Mais nous aidons, nous accompagnons les personnes. Alors les personnes qui peuvent faire leur dossier de MDPH tout seul, c'est très bien. Ceux qui ont besoin d'un peu d'aide, ben, on est là. Et puis ceux qui ont besoin d'une aide totale, ben, on fait avec eux. Donc il y a ça. Après il y a les paniers alimentaires, il y a l'aide comme là, l'aide aux Evasan. Par exemple, dernièrement, on a 2 enfants, pas plus tard que dimanche, on a une maman qui est partie, parce que la petite de 14 ans est partie avec le SAMU. Donc là, c'est ça le paie le billet de l'enfant et le SAMU, ben, la maman non. Et c'est très dur quand l'enfant part pour 1 an, 2 ans, quand les enfants partent, c'est souvent très longtemps, même 3 ans. Il va faire froid. Ça va bientôt être Noël et que la petite, elle se retrouve toute seule à Necker. Donc pour nous, quand on a eu cette demande, on a dit oui tout de suite et tout le temps. Donc c'est aussi une aide financière. Donc on paie le billet d'avion, donc on paie aussi, on aide pour la rentrée des classes. On fait les listes scolaires quand les assistantes sociales de l'hôpital ou autres nous signale que la personne est dans la précarité. Souvent, ce sont des enfants qui sont touchés par le cancer dont les parents sont dans la précarité. Donc nous récupérons les listes et nous faisons l'achat de la liste scolaire des enfants. Donc on fait aussi les Noël et tout. On aide aussi sur les frais d'obsèques. Hein, dernièrement, on a eu un petit pareil. La maman ne pouvait pas tout payer, donc il n'y avait pas de... Et en fait, elle était au collège, donc il n'y avait pas moyen pour ses professeurs, tout ça, de lui dire au revoir. Donc nous, on a participé aussi de façon à ce qu'elle ait un départ, voilà, un départ digne. Très bien, nous arrivons au terme de ces bels entretiens, très enrichissants. Alors, j'ai quand même une question que je voulais vous poser, Catherine Fatassi. Est-ce que quand on est touché par le cancer, on peut se faire soigner en Guyane? Est-ce que la prise en charge, elle est aussi complète, bien qu'en métropole? Est-ce que je peux prendre un joker? Est-ce que je peux prendre un joker? On ne va pas se mentir, on sait bien qu'il y a une grande différence entre la métropole et tout. Serait-ce, oui, il y a des médecins qui viennent de Lyon, des oncologues qui mettent en place la chimio. Bon, c'est sûr, mais le TEP scanner, il n'y en a pas en Guyane. Quand on a un rendez-vous IRM, des fois ça prend beaucoup de temps. Vous voyez que des fois il y a une perte de chance par rapport à l'attente. Après, même au niveau du personnel, bon, il peut y avoir vraiment, moi je suis un agent du centre hospitalier de Cayenne quand même, de la bonne foi chez les collègues et tout, mais des fois on voit aussi qu'il y a un manque de formation. Hein, et puis ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup, même ceux et celles qui ont l'expérience, qui ont fait, qui ont eu un acquis par l'expérience, elles ont tourné, c'est notre équipe qui, voilà. Mais ce que moi je peux dire, et puis les médecins, c'est un turnover de pas possible. Mais ce que je peux dire, oui, quand on veut rester chez soi, oui, on peut faire la chimie en Guyane, on peut la faire. Merci beaucoup. On rappelle votre actualité pour clore cette interview, cet institut itinérant qui sera donc installé, mis à la disposition de ces femmes. Oui, samedi 21 octobre sur le parking de la mairie de Rémière-Montjoly, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.